bienvenue sur Il était une fois Chassieux. Je suis ravi de vous retrouver. J'ai le grand plaisir à chaque fois de vous retrouver pour un nouvel épisode. Quatrième épisode de la troisième saison d'Il était une fois Chassieux. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur et je suis vraiment ravi de le retrouver après la préparation de ce nouvel épisode. Monsieur Pouget qui est un chasselan d'adoption puisqu'il a vécu à Chassieux de nombreuses années. Après s'être installé avec ses enfants rue Oreste-Zenésini, qui était le chemin de la Valla. Donc aujourd'hui, je suis accueilli par M. Pouget pour découvrir l'histoire de sa vie, et puis toutes les anecdotes qu'il nous racontera au fil de cet épisode, notamment à propos de la paroisse Chasseland, l'église Saint-Galmier, et puis tout plein de sujets que nous aborderons ensemble. Monsieur Pouget, bonjour. Bonjour. Donc Monsieur Pouget, donc vous êtes né en 1925 à Lyon. Oui. Vos parents, donc Luc Pouget et Maria Château, qui sont tous les deux, donc Monsieur Pouget est originaire d'Haïti. Vous avez votre famille qui est originaire d'Haïti et votre maman qui est originaire de Brest et du Jura. C'est cela, exactement. Alors la particularité de la famille Pouget, c'est que vous avez une personnalité très célèbre d'Haïti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre grand-père? Je l'ai assez peu connu, malheureusement, Ouais. puisque il devait venir, il est venu en France vers le 1926, et il s'est installé à Chaponnet, et ensuite il a été nommé donc à Berlin, en poste comme ministre plénipotentiaire et envoyé extraordinaire. Et il est venu me chercher à Lyon. Il avait demandé à mes parents l'autorisation de s'occuper de mon éducation. D'accord. Je suis donc parti à Berlin avec lui, mais c'était l'arrivée d'Hitler. Ouais. Il m'a ramené. D'accord. Et ensuite, il est reparti. On ne l'a pas revu que sur son lit de mort en mars 1934. D'accord. Alors c'est le grand homme de la famille. Et donc, grand homme de la famille, qu'est-ce qu'il a fait pour Haïti? Parce qu'il a été, une personne enfin aujourd'hui, il est une personne très reconnue par les Haïtiens puisqu'il s'est battu pour énormément de choses et contre énormément de choses, notamment la corruption et l'incompétence. Qu'il a été député, Voilà. sénateur. C'est beaucoup de choses quand même. Qu'il a beaucoup défendu l'indépendance d'Haïti. C'est ça. Ouais. Qui était tout à fait Corrompu. corrompu, Ouais. Mais surtout qui intéressait beaucoup les Américains. Eh oui. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué la position de l'île de Saint-Domingue. Elle est juste au-dessous de Cuba. Oui. Or, les bateaux américains, pour aller de la côte atlantique à la côte pacifique, devaient contourner Cuba, ce qui faisait un grand détour vers le golfe du Mexique. Tout à fait. Or, plus bas, ensuite, il y a les petites îles avec beaucoup de risques d'échouage. Le seul endroit qui était vraiment très pratique, c'était entre Cuba et Haïti. Les Américains avaient déjà pris Guantanamo. Ouais. Donc, ils voulaient absolument acheter l'île de la Tortue. D'accord. Et mon grand-père s'est totalement opposé. Ouais. Parce que pour passer par Panama, il fallait donc qu'il se trouvait presque en face de ce passage entre Cuba et Haïti. D'accord, ouais, c'est ça. Et par rapport à ce combat-là... et alors à ce moment-là, disons qu'ils ont fait nommer M. Borno comme président de la République, qu'il n'aurait pas dû l'être, car quand il est né, ses parents étaient français. Et donc, né français, et dans la constitution d'Haïti, il ne pouvait donc pas être président du pays. Ouais. Pour une petite plaisanterie, j'aurais pu être président. oui. Parce que mon père était donc haïtien. Par sang, oui. Et la loi française imposait aux femmes de prendre la nationalité de leur mari. D'accord. Donc au moment de ma naissance, j'étais haïtien. Ouais. Vous aviez presque la double nationalité. Vous l'aviez, ouais. Après, je l'ai pris, non. En 1943, j'ai opté pour Haïti. D'accord.
Et donc votre grand-père a été sénateur en 1915. Auparavant, il avait été secrétaire d'État en 1910. Et quand il a voté en 1915 contre le projet de convention haïtienne américaine, donc le rapprochement entre les deux îles, c'est là qu'il a été emprisonné, comme vous l'avez mis, de 22 à 26 par rapport à l'occupation militaire américaine. Et il a fait la grève de la faim pour pouvoir être libéré. Et il est dit de lui, donc j'ai fait beaucoup de recherches sur votre grand-père, il est dit de lui qu'à l'époque c'était, enfin c'est pas à l'époque, c'est qu'il était un homme intègre pour le respect de soi, d'autrui au mérite, au courage, tels étaient donc les traits qui définissaient votre grand-père. Et c'était un brillant défenseur de l'intérêt général. Oui. Donc voilà la page historique de votre grand-père. Vous avez pris aussi de lui, puisque on verra au travers de votre portrait que vous avez aussi œuvré pour l'intérêt général, notamment pour l'Église. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va revenir à vous, Monsieur Pouget. Donc vous êtes le troisième enfant d'une famille de 4 enfants. Donc vous m'avez dit que vous aviez eu votre frère aîné, Roger, qui est né en 1921. Votre sœur, qui est née 2 ans plus tard en 1923, Carmen. Vous êtes arrivé en 1925. Et votre petite sœur, 2 ans plus que vous, de moins que vous plutôt, qui est née en 1927, Elisabeth. C'est bien ça. Hein. Votre papa était commerçant de textile à Lyon et il était artisan. Et sa particularité, c'est qu'il faisait du dessin sur broderie. C'est ça? C'est ça, dessin pour broderie. Pour broderie. Exactement. Vous avez des souvenirs de cette époque-là? Vous l'aviez vu travailler? Oui, parce que bien sûr, ouais. Parce que je lui ai presque succédé, puisqu'avec mon frère, c'était une de mes premières occupations, c'est de monter une petite affaire de fabricant d'articles de broderie. D'accord. Et le magasin était situé pour Lafayette? Pour Lafayette, à l'angle de la rue Créqui. Et donc vous avez passé toute votre adolescence à Lyon. Et lorsqu'on a préparé l'entretien, vous m'avez parlé donc de la période donc, de la Seconde Guerre mondiale. Et donc vous avez été témoin du bombardement qui a eu lieu en mai 1944. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette époque-là? Moi, j'étais à l'année préparatoire de l'école centrale lyonnaise. Ouais. Et c'est pendant un examen qu'il y a eu une alerte et que j'ai vu le bombardement. Ça m'a fait très peur. Ouais. Il y a eu pas mal de morts. On estime qu'à Lyon, il y a eu 1 millier de morts à ce moment-là. D'accord. Et vous vous souvenez des avions, comme vous m'avez expliqué, l'alerte, les avions qui ont survolé? Et il y a une bombe qui est tombée pas très loin de vous. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc la guerre a pris fin en 1945. Et quelques années plus tard, donc en 1949, vous vous êtes marié avec Colette Deneuve, que vous aviez rencontrée dans un cours de commerce avec ma petite sœur Elisabeth. Ah d'accord, donc par connaissance de votre petite sœur, elle vous a présenté absolument une charmante dame, donc Colette, que avec qui vous vous êtes unis en 1949, et après donc vous avez eu 4 enfants. Nous avons eu 4 enfants. 4 enfants, donc Catherine la première un an après, en 1950, Louis-Édouard en 1951, qui a pris le prénom de votre grand-père, 53 Edith et 57 Christophe, grâce à qui je suis là aujourd'hui, puisque c'est votre belle-fille qui m'a contacté sur Il était une fois Chassieux, suite aux différentes publications et vidéos que j'ai faites. Elle m'a contacté, elle m'a dit mon beau-père serait très intéressé pour témoigner sur l'histoire de Chassieux, et donc nous voilà aujourd'hui. Ma fille Edith, oui, qui est née en 53, ouais. A été baptisée à Chassieux, on habite à Chassieux, par le père Jacquet. Le père Jacquet. Alors on y reviendra après, le père Jacquet qui a été donc père de 1945 à 1956. On en avait parlé en préparant cette... Donc elle a été baptisée à l'église Saint-Galmier, à Chassieux-le-Haut. Tout à fait. Et donc pour continuer sur cette famille avec vos 4 enfants, ces 4 enfants vous ont donné 10 petits-enfants. Oui. Et 13 arrière-petits-enfants. Et il y en a un 14e qui va arriver, c'est ça? C'est le 15e. 15e. Donc 14 et là on va arriver au 15e. Non, 14. 14? 14. Ouais. Excusez-moi. Ah oui, il n'y a pas de souci. Je me trompe. Donc on passe le bonjour dans cette vidéo à toute votre famille, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Est-ce que vous avez un mot à leur faire passer à vos petits-enfants et arrière-petits-enfants? Un petit témoignage De conserver l'esprit de famille au maximum. Ouais. C'est ce qui est le plus important. Le plus important, ouais. Et la tolérance.
La tolérance. Voilà, donc un petit message. Je pense que c'est pas qu'à vos enfants, je pense que c'est un message général que l'on peut donner aux gens. C'est l'esprit de mon père et de ma mère, qui ont été des gens admirables. La tolérance, c'est absolument indispensable. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi dans la religion chrétienne. Le pardon, la tolérance et l'ouverture vers les autres. C'est ce que vous ont inculqué vos parents? Oh, tout à fait. On va aborder maintenant la grande partie historique de Chassieux, puisque c'est à partir d'une histoire de votre épouse, puisque votre beau-père avait acheté une maison à Chassieux, au 42 Oreste Zenésini, c'est ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette adresse? Bah, je ne sais pas grand-chose. Il ne sait pas grand-chose, mais dès qu'on enclenche... Sur la rue Zenésini, c'était vraiment la campagne. Mais elle ne s'appelait pas la rue Zenésini à l'époque. Non, elle s'appelait Chemin de la Valaille. Exactement, ouais. Et autour de la maison, ce n'était que des champs. Oui. Et puis la ferme, le petit jardin de M. Martasier, et puis la ferme de M. Martel. Ouais. Hein, et en face... Jousserand et Payet. Il y avait des fermes. En fait, vous étiez cerné de fermes. Tout à fait. Alors les gens, quand ils passaient, ils disaient: vous avez un joli petit jardin. Ouais. Et puis après, quand ça s'est bâti, vous avez un beau parc. C'est vrai. Et donc la maison, votre beau-père donc l'avait achetée, il est décédé, c'est votre... Il est décédé le février 48. D'accord. Et c'est votre épouse qui en a hérité? Ainsi que sa sœur, qui malheureusement est morte la même année dans un accident de voiture, en laissant un petit garçon. Ça a provoqué pas mal de perturbations. Et finalement, j'ai demandé la vente judiciaire de la maison. Elle était vendue aux enchères. Ouais. Et j'ai racheté la deuxième moitié. Et donc vous êtes devenu propriétaire avec votre épouse de cette maison? Voilà. On s'est installé à Chassieux, mais quand les enfants sont nés, il a bien fallu aller ailleurs, quoi. Pour l'école et les Pour les histoires des écoles. Et ma femme était assez fragile. Ouais. Alors je préférais être à Lyon, plus près de mes parents. D'accord. Rapprochement Ils familial. nous ont beaucoup aidés. Ouais. Et donc vos enfants, alors sur les 4 enfants, donc Catherine, Louis-Édouard, Edith, eux ont été à l'école à Chassieux. Oui. Par contre, Christophe, lui, était à Lyon, parce qu'il était plus jeune. Edith et Christophe. Edith et Christophe. Donc ils étaient... et à Lyon, vous vous êtes installés avenue de Saxe. Enfin au début, vous étiez rue Chaponnet. On avait mis un petit appartement rue Créqui, enfin... D'accord, donc dans le coin dans le quartier du magasin de vos parents. Tout à fait, tout à fait. Et donc vous reveniez de temps en temps à Chassieux. Vous m'avez même expliqué que durant l'hiver, vous laissiez le chauffage. Ah oui. Et vous y alliez donc les week-ends. C'était votre maison de campagne, on va dire. Oui, mais enfin c'est là qu'on gardait la plupart de nos affaires. Ouais, d'accord. Et donc qu'est-ce que vous avez comme souvenir de Chassieux à cette époque? Parce que vous me parliez donc les champs, moutons, les boucs autour de la maison. Après, au niveau vie quotidienne, quand vous y étiez, vous avez quoi comme souvenir? Ouais, c'était très rustique, hein. Ouais. Parce qu'il n'y avait franchement rien. C'était des chemins de terre, il n'y avait pas de moyens de transport, vous n'avez pas d'argent, donc pas de voiture. Ouais. C'était vraiment la brousse, quoi. Ouais, la campagne. Oh, tout à fait. Heureusement, ça a évolué depuis. Vous m'avez parlé de la Mémé Robert. Mémé Robert, vous avez une anecdote sur la Mémé Robert. Alors pour les anciens chasselans qui la connaissent, ils savent très bien que c'était une peintre et une artiste. Et vous m'avez raconté une anecdote très intéressante sur la Mémé Robert. Le tableau qui a été... Elle peignait beaucoup. Ouais. Et du reste, comme elle aimait beaucoup les animaux, donc elle avait des oies. Et les oies, elles étaient dans notre jardin, parce que c'était clos. Ouais. Ensuite, elle a eu une brebis avec son agneau aveugle, qui est resté dans la maison également. Donc, elle avait la clé de la maison, et le jardin, elle venait... tous les jours. Tous les jours. Presque, ouais. Elle habitait, vous m'aviez expliqué qu'elle habitait sur le chemin qui aujourd'hui donne sur la piscine.
le parking de la piscine, C'est elle ça. n'était pas très loin de chez vous, à quelques l'angle- encablures, ouais. sur l'avenue Zénézini, quoi. Ouais, d'accord. Et l'histoire du tableau alors? Parce qu'elle a pas un tableau, Oh, ben, elle a peint beaucoup de enfin, elle a tableaux. pas, ouais, elle a pas qu'un seul tableau, mais un tableau en Ben, particulier. celui-ci, le dernier qu'elle a fait, Celui-là, il vous a marqué, celui-là. ah oui, Ouais. tout à fait. Et elle tenait à ce qu'il reste à Chassieux Mhm. et bien en vue. Et donc elle l'a donné à la municipalité. D'accord. Et il est resté un certain temps, paraît-il, dans le bureau du maire. C'est ce qu'on m'a dit. Mais ça, je ne suis jamais allé le voir. Hein. Ouais. Bah, je poserai la question aux anciens Chasselan et notamment au maire, monsieur Darley et puis monsieur Joie, s'ils ont eu écho de cette histoire. Je leur poserai la question prochainement. Mm. Donc et ce tableau, il représentait quoi? Parce que vous m'aviez parlé Un homme âgé, Ouais, assis sur une souche, sous un arbre, devant un pré, et dont les barrières sont cassées. d'accord. Ça représentait sa fin de vie, Ouais, sa fin d'activité. la fin du chemin, ouais. Et c'était donc sa fin de vie à elle aussi. D'accord. Ok. Donc voilà, bah, on lance la recherche de ce tableau, le tableau de la mémoire Robert. Mais c'est très joli ce qu'elle peignait. Bah, j'espère qu'on le retrouvera. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir une réponse positive de la part des Chasselans. Si on continue sur votre vie à Chassieux, vous êtes très croyant et vous avez donné une bonne partie de votre temps à l'église de Chassieux. Ah oui, oui. Et vous avez connu une longue série de prêtres qui ont officié à l'église de Chassieux. Est-ce que vous avez des souvenirs ou des anecdotes ou des sujets à nous apporter par rapport à ces prêtres et surtout l'histoire de l'église, parce que vous avez vu les travaux de rénovation et vous m'avez parlé de choses très intéressantes à ce sujet-là. Les pères, on va commencer par les pères. Vous avez connu le père Edmond Jacquet, donc, Oui, qui était tout à père fait. entre 45 et 56, puisque vous êtes arrivé Mhm. fin des années 50 à Chassieux. Mhm. Et vous m'avez dit que c'était un père admirable. Oh, admirable. Ouais, C'est l'homme pauvre. ouais. Il était là avec sa bonne. Mhm. Hein, et sa soutane, elle était vraiment usée jusqu'à la corde. Il vivait chichement Ouais. de son petit jardin et tout. Il habitait où à Chassieux? À côté À côté, juste à côté de l'église. Ouais. À côté, la cure, le C'est bâtiment. ça, D'accord. voilà. Mhm. Et c'est un homme qui avait beaucoup d'esprit, Ouais. qui était toujours souriant, Mhm. qui ne critiquait jamais Mhm. et qui tolérait tout. Je veux vous dire, j'allais me confesser, comme on le faisait toujours Ouais. à l'époque, beaucoup plus que maintenant. Mhm. Eh bien, il rassurait les gens Ouais. plutôt que de les critiquer et de les gronder. N'est-ce pas le rôle d'un prêtre? Comment? N'est-ce pas le rôle d'un prêtre de rassurer Eh oui, de... c'est ça. Ouais. Il était d'une bonté incroyable. Donc de très bons souvenirs du Père Jacquet. Voilà. Le Père Jacquet est celui qui a succédé au Père Rigolier. Père Rigolier, c'est la photo que j'avais partagée sur les réseaux, et notamment qui est dans le bouquin Chassieux-en-Velin, que je vous remettrai en photo. Et après, donc, le Père Jacquet, il y a eu le Père Romatif. Je l'ai peu connu, Vous d'abord avez- il n'est pas resté longtemps. Ouais, il est resté 2 ans, ouais, 56-58. Ouais. Mhm. Après, bon, il y a eu de 58 à 61, l'église a été gérée par Jonas et les missions africaines. Après, il y a eu le Père Michel Vessière, le Père Cotte, Raymond Cotte, Marc Ruet, Paul Vuillermoz, Michel Masse et jusqu'à Joseph Thévenon, qui est le dernier prêtre avec lequel vous avez échangé. Ah, vous avez beaucoup avec. Ouais. Le Père Thévenon, vous avez de bons souvenirs aussi? Oh ben, j'ai encore des rapports Oui, amicaux. avec d'accord. lui. D'accord. On se téléphone régulièrement. Ouais. Eh ben, vous lui passerez le bonjour de la part de Il était une fois Chassieux, hein, par rapport à l'histoire de Chassieux. Et les prêtres donc précédents, c'est à quelle époque que vous avez que vous avez participé enfin que vous avez été témoin de la rénovation de l'église? C'est dans les 78-79, c'était à l'époque où Romain Tisserand était maire, c'est ça? C'est cela. Ouais. Un homme sympathique aussi. Oui, très investi pour la ville. Parce que j'ai eu tout comme à fait. témoignage de la part d'anciens Chasselans. Et donc, lors de cette rénovation de l'église, vous avez joué un rôle stratégique
pour le maintien du patrimoine et le sauvetage du patrimoine de l'Église. Oui, justement, donc on avait décidé en conseil de l'Assemblée paroissiale, finalement, de démolir tout ce qu'il y avait à l'intérieur de l'église. Ouais. Mais les deux chapelles latérales, l'ancien maître-autel et tout, d'en faire une grande pièce vide. Et ça avait été décidé et arrêté. Alors je rentre dans l'église, alors que le père donc avait déjà vidé, et il était en train d'essayer de brûler les ornements. C'était par Marc Ruet à l'époque. C'est ça. Ouais. Il venait de mettre une aube dans le feu, ainsi que 2 prie-dieux. Un qui n'était pas encore brûlé, mais il y en a un qui avait déjà des traces de flammes. Ouais. J'ai pu les retirer du feu, et je lui ai dit, mais c'est un scandale. Essayez plutôt de vendre ces chaises et tout ça, on ne brûle pas les choses comme ça. Je lui ai dit, écoutez, les ornements, ils ont été donnés par des familles. Madame Rang m'a bien expliqué et même donné certains noms. Et il m'a dit, oui, mais je ne veux pas que ça aille dans des musées, dans des théâtres. Alors je lui ai dit, vous me les donnez? Il m'a dit, oui, je vous connais, je vous fais confiance, je vous les donne, vous pouvez les emporter et vous engager à ne jamais les donner dans un théâtre. Je lui ai dit, je vous promets. Et j'ai emporté chez moi tout ce que j'ai pu emporter. Depuis l'ancien hôtel, les ornements, les lectionnaires, les chandeliers et tout. Quoi. Et surtout, j'ai retrouvé seulement 2 tableaux du chemin de croix. Les autres, je ne les trouvais pas. Et finalement, je sais qu'ils avaient été donnés, puis qu'on les a récupérés récemment. Par la suite, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc, Alors donc, je rentre dans l'église, et je vois que la pelle mécanique venait de rentrer. Et je lui dis, vous croyez que c'est pas dommage de démolir même ces chapelles latérales? Elles ne prennent pas de place. Alors là, il m'a dit, vous avez raison. Et il dit, non, vous ne cassez pas ça. Les 2 chapelles latérales. Il m'a dit, je vous donne du temps pour que vous puissiez démonter l'ancien maître-autel que j'ai démonté. Et c'est M. Copona qui l'a transporté dans sa ferme en attendant que je puisse les remonter ailleurs. Du reste, je les ai remontés après dans la tribune. Tout à fait. Et donc tous les objets que vous avez sauvés, aujourd'hui on peut les retrouver dans une vitrine, dans la vitrine qui est à l'entrée à gauche de l'église. Et en haut. Et en haut, sur le côté, en haut sur la droite. Je vous montrerai, je vous ferai des photos, je vous les diffuserai, je vous les mettrai dans la vidéo et je les diffuserai sur Facebook. En tout cas, merci beaucoup pour ce sauvetage parce que c'est vrai que. On dit que c'était le petit trésor de Chassieux. Voilà, exactement. C'est vrai qu'il y a. Et tout ça, c'est resté chez moi, dans mon grenier, dans mes affaires, pendant des années. Pendant des années, jusqu'à ce que ça soit remis à l'église. Et du coup, ça a été exposé quand alors vous avez les souvenirs, non? Vous ne s'en souvenez pas? Non. Parce qu'il n'y avait pas de place. Ouais. Et puis l'esprit n'était pas encore à tout récupérer. À l'exposition, Et puis ça aurait pu disparaître si ça avait été remis en libre exposition. Et ça, je regrette, mais je l'ai fait entièrement seul. Vous n'avez pas eu de soutien j'ai été aidé par personne. C'est ce qu'on appelle la foi et la détermination, non? Est-ce qu'on peut appeler ça la foi et la détermination pour sauver Oh non. C'était. Vous savez, là, la foi n'était même pas. J'aimais cette église, j'aimais. Je me sentais bien. J'étais de Chassieux. Même quand j'habitais à Lyon, j'étais de Chassieux. Vous étiez de Chassieux, Et vous m'avez dit aussi que lorsqu'il y a eu donc les travaux de l'église, il y a eu la chaufferie, une anecdote sur la chaufferie où vous auriez eu écho qu'il y avait une tombe mérovingienne quand le trou a été creusé. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on vous a dit, C'est Flageolet qui me l'a dit. C'est M. Flageolet, Oui. C'est quand ils ont creusé pour mettre la cuve. Pour mettre la cuve, Il m'a dit, ils ont trouvé quelque chose là, et ça pourrait bien être une cuve une tombe mérovingienne. On n'y touche pas.
Alors si on lance Les fouilles, ça les va. fouilles, on ne sait pas jusqu'où ça Ouais. va pousser. Et qui ça va amener. Lors des travaux de l'église, quand le sol a été refait, vous m'avez parlé d'un maçon, Ferraud, de la cité Ribaud, qui a travaillé et qui aurait coulé le sol de l'église, c'est ça? Non, pas de l'église, Non. de la cure. Ah, de la cure à côté. Oui. Et ça, il l'a fait bénévolement et il venait sur son temps? Ah oui, ça, il en a fait des travaux comme ça. Et donc c'était un des fils Ferraud alors? Oui. Ouais. Je demanderai à Aldo Ferraud que j'ai interviewé il y a quelques semaines. Je lui poserai la question puisque la famille Ferraud était la toute première famille italienne, l'une des premières familles italiennes à avoir immigré sur Chassieux. Et ils habitaient tous la cité Ribaud et ils avaient pratiquement tous le métier de maçon. Donc il est fort possible que ça soit un des frères Ferraud. Chaque fois qu'on avait un petit quelque chose à faire, il venait. Il était là. Bénévolement. Concernant le chemin de croix, donc vous m'avez dit que lorsque vous avez récupéré les tableaux, alors le peu de tableaux que vous avez réussi à sauver, d'autres tableaux ont été retrouvés par la suite. Oui, ben, j'ai été très méchant. Ah. J'ai insisté et j'ai dit que moi, je voulais retrouver ces tableaux. On n'avait pas le droit de les donner, donc il fallait. Donc finalement, ils ont été soi-disant retrouvés dans un placard. Or, ce placard, je l'avais bien vidé, je suis sûr qu'il n'y était pas. D'accord. Bon, mais enfin, on les a retrouvés. Je me suis renseigné à Lyon pour les faire restaurer, mais l'église n'avait pas d'argent, moi non plus. Ouais. Et la mairie a dit non, on n'a pas de fonds. D'accord. Donc, je les ai mis de côté, et puis un jour, j'ai demandé au maire s'il pouvait me faire une caisse pour les mettre en sécurité dedans. Voilà. C'était Monsieur Joie ou Monsieur Darlet? Monsieur Darlet, d'accord. Okay. Et donc ils ont été réinstallés il n'y a pas très longtemps. Et le dernier tableau a été rénové et la totalité du chemin de croix est visible actuellement dans l'église de Chassieux. Voilà. J'en avais discuté avec Monsieur Joie lors de son interview l'année dernière. Et le dernier avait été financé par les deniers propres de Monsieur et Madame Joie pour la restauration du dernier tableau. Avec Monsieur Flageolet, donc Monsieur Flageolet a été le créateur de la chorale de Chassieux. Oui, c'est lui qui a créé la chorale. Ouais. Et vous avez fait partie de cette chorale? Ah oui. Racontez-nous votre histoire au sein de cette chorale de Chassieux. Bon, écoutez, les curés n'étaient pas toujours d'accord sur ce qu'il fallait chanter ou ne pas chanter. Alors Flageolet avait créé une association, et donc la chorale était en association. D'accord. Donc elle échappait à l'autorité du curé. Ah, donc il avait carte blanche pour chanter ce qu'il voulait. Ah, ben bien sûr. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme souvenir de cette époque-là? On manquait heureusement qu'il a fait ça, parce que cette chorale avait quand même une certaine qualité. Ouais. On faisait partie des chorales liturgiques de France, des choralies. On a donc été chanté pour la réunion tous les 4 ans des choraliers en France. Ouais. Donc on a été à Bercy, on a été à Lyon. Ah, oui, on avait déjà un bon niveau. Ouais. Et c'est bien agréable d'être dans une chorale qui chante bien. Monsieur Flageolet, vous l'avez connu dès votre arrivée à Chassieux? Ah oui. Après, on était très liés. D'accord. Monsieur Flageolet, donc lui était Chassieux depuis combien de temps? Je sais pas exactement. Ça vous souvenez pas? Non. Et donc vous avez partagé énormément de choses avec monsieur et madame Flageolet? Oui, on a partagé beaucoup de choses. Ouais. Vous êtes devenus amis? Voilà. Du reste, quand il a créé Émélie à Chassieux, et on organisait des sorties, à tour de rôle d'ailleurs. Ouais. J'en ai organisé une dans le Haut-Jura. Ouais. Et vous participiez au... Ah ben, c'est-à-dire on jouait un quart, on prévoyait quelque chose et... Non, c'est... Des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Bons souvenirs, oui. Entre amis et entre chasseurs. Donc un jour,
Je vais même proposer de lui faire visiter un petit peu l'Autriche dans ma voiture avec Madame Flageolet, Monsieur et Madame Flageolet. Nous avons fait un voyage à Vienne, Autriche. Très belle ville, Voilà. Vous m'avez parlé donc de Monsieur et Madame Ringue, donc René et Raphaël Ringue. Pour les chasselants qui ont l'habitude de se balader dans Chassieux, il y a une rue qui s'appelle René et Raphaël Ringue, qui est perpendiculaire à la rue Auguste-Ernest Delage, qui part donc du collège jusqu'à la mairie, et donc cette rue est perpendiculaire. Pourquoi avoir donné le nom de cette rue René et Raphaël Ringue? Parce qu'ils ont été des personnes très investies aussi à Chassieux. C'était des personnes qui étaient très croyants, et vous avez partagé énormément de choses avec Monsieur et Madame Ringue. Monsieur et Madame Ringue étaient très croyants, mais surtout très investis dans la vie même de Chassieux. Il était tellement au courant que c'est à lui qu'on demandait régulièrement la révision des listes électorales. Il savait tout. Il savait tout. Donc, et il était toujours présent pour tout. D'accord. Et toujours prêt à rendre service. Il a été président de l'association paroissiale pendant X années, jusqu'à ce que Michel Vessière se montre désagréable avec lui au point de le faire pleurer. Ah, pas très sympa. Alors on était sur le point de dissoudre l'association, et comme plus personne ne voulait prendre la place, j'ai dit bon ben j'accepte, en attendant que quelqu'un se décide, d'être président de l'association paroissiale. Ah, donc vous avez J'ai donc été président pendant 1 an, 6 mois, je ne sais plus exactement. Le temps de faire la transmission. Voilà, et qui a pris votre succession du coup? Bon, je m'en rappelle. Vous vous souvenez pas? Non, pas du tout. Et donc Raphaël Ringue était originaire du Bayard de Bigorre, c'est ça, sud-ouest? C'est cela, il était d'une famille aisée. Il avait une très belle propriété. Et puis un jour, il y a eu un incendie, ça a brûlé la maison, et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'assurance. La famille s'est trouvée absolument ruinée. De toute la maison, tout ce qu'il a récupéré, c'est la statue en fonte de Jeanne d'Arc, qui du reste est dans l'église. À Chassieux? Oui, à Chassieux, dans une des portes sur le côté là. D'accord, je regarde. Donc ça, c'est un don de la famille. Ah, c'est monsieur. C'est tout ce qu'il a rapporté de sa succession. D'accord. Et donc il l'a donné à l'église de Chassieux. Il l'a donné à l'église de Chassieux. Ok. Donc très intéressant comme précision. Et donc il est arrivé à Chassieux, il a rencontré donc Renée, son épouse, qui est devenue son épouse. Et à partir de là, ils habitaient à quel endroit, monsieur et madame Ringue? À côté de chez Brissot. C'était vers chez vous, ça? Pas très loin de chez vous? Ah oui, c'est à quelques décennies, oui. À quelques maisons. En face de la Robert. Ah bah donc en face, j'ai le fiston qui est en face qui nous donne des petites anecdotes, des petites précisions. Donc c'est pas très loin de la mémé Robert. Oui, exactement. En face. C'est que finalement, il n'y avait pas de querelle religion, politique et religieuse. On faisait la kermesse. La kermesse était pour tout le monde. C'était l'église qui l'organisait, mais c'était pour tout le monde. Et ça nous procurait un petit peu d'argent pour pouvoir faire les travaux. Et en particulier quand il a fallu construire la chapelle qui était sur la route de Genasse, qui depuis je crois a été démolie. Oui, elle a été démolie. Et l'histoire de cette chapelle, alors maintenant que vous en parlez, vous l'avez suivie du début, dès le début? Oui, je crois que c'est Michel Vessière qui avait voulu faire ça. Et elle a servi à quoi du coup? Parce qu'il trouvait que l'église était trop petite, qu'il fallait faire une église plus grande. Et que pour le moment, on n'avait pas les fonds pour faire une grande église, donc on n'allait faire qu'une petite chapelle. La chapelle dont parle M. Pouget, c'est une chapelle qui était située donc, sur le parc Perbeau, là actuellement où il y a le chalet. Donc je vais essayer de retrouver sur internet. Alors je ne sais pas si je vais en retrouver des photos parce qu'elle a été rasée il y a quand même quelques années. Et je sais qu'elle avait été condamnée il y a une dizaine d'années, plus personne ne s'en servait.
Et donc, c'est Monsieur Bessières qui avait... Alors, vous vous souvenez à peu près de la date de construction ou pas? C'est dans les années 70, non? Non. Non, vous ne vous souvenez pas. J'essaierai de regarder dans les archives de la ville et voir avec différentes connaissances s'ils ont vent de ça. Et donc, elle avait été donc, construite parce que l'église était trop petite. Et il y avait quoi? Qu'est-ce qui était célébré là-bas? Oui, alors la messe du samedi soir, elle était célébrée là-bas, et le dimanche, elle était à l'église en haut. D'accord. Et puis finalement, la fréquentation a baissé, enfin... Voilà, et puis donc après, elle a été condamnée. Mais pour construire ce bâtiment-là, il a fallu avoir des autorisations municipales et de la part de l'église, non? Comment ça s'est passé? Oui, tout a été fait, normalement. Et alors, comme nous, on ne voulait pas avoir de propriété immobilière, elle a été recensée comme appartenant à l'association diocésaine. D'accord. Ok. Qui était située où? À Moi, c'est le diocèse de Lyon. Le diocèse de Lyon, d'accord. Donc elle appartenait au diocèse de Lyon. Non, parce que l'association paroissiale, c'est une petite association. Qui n'avait pas les moyens de... On ne voulait pas se compliquer. D'accord. Donc, elle a été déclarée appartenir au diocèse. Au moins, quand le diocèse l'a revendue, on peut dire que Chassieux a apporté un peu d'argent au diocèse. Ah. Donc il y avait une très bonne entente, il n'y avait pas de conflit politique. Oui, c'est ce que vous expliquiez. Et moi, j'ai toujours été en parfait accord avec tous les maires de Chassieux, enfin ceux que j'ai connus. Ceux que vous avez connus, Et du coup, alors, vous avez connu qui? Le premier maire, c'était qui? Donc M. Tisserand, ou vous avez connu avant M. Tisserand? Non, avant M. Tisserand, je n'ai pas connu. Donc il y avait M. Tisserand, après il y a eu M. Joie? Non. Si, je sais pas. Monsieur Joie. L'ordre, je ne me rappelle pas. Ouais. Ensuite, Jackie Paoli. Après, il y a eu M. Paoli et M. Méchin. M. Paoli. Après, M. Méchin, très court moment. Après, M. Darlet. Oui. Et puis après, vous êtes parti de Chassieux. Un jour, on est arrivé avec Émile à faire une sortie de la journée. Il y avait M. Méchin, M. Darlet et un troisième, Paoli. et M. Joie. M. Raymond Joie, ouais. Et les trois maires s'entendaient parfaitement bien tous les trois. Et la sortie s'est très bien passée. La journée s'est très bien passée. Ouais. Chacun a laissé ses... Vous savez, quand il y a une bonne entente, quand on commence par se tirer dans les pattes, on peut avoir des opinions différentes. Tout à fait. Si je vous parle de Lourdes, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Lourdes? Parce que vous avez fait énormément de choses pour Lourdes, à Lourdes, et pour des gens qui ont souhaité aller à Lourdes. C'est-à-dire, M. Ringue, lui, étant proche de Lourdes, il allait régulièrement à Lourdes. Quand il est arrivé ici, il a fait partie de l'association de l'hospitalité lyonnaise Notre-Dame de Lourdes, qui accompagne le pèlerinage diocésain une fois par an, qui emmène 400 malades à peu près, plus des non-malades. C'est-à-dire que ça représente 2 à 3 000 personnes. Ah oui, quand même. Ouais. C'est pas des petits voyages. Et il me titillait toujours pour que j'aille avec lui. Bon, le pèlerinage était toujours début juin. Or, avec mon activité professionnelle, c'était absolument impossible que je sacrifie 5 jours. Moi, la maison ne l'aurait pas toléré. Donc c'est en 86 que je suis allé à Lourdes dans l'association, la première fois. Et j'y suis allé régulièrement sans manquer une seule année, jusqu'en 2011. 26 ans de suite. 26 ans. Et en 90, en 89, ma femme est décédée, le 4 janvier. Je suis allé au pèlerinage en juin, comme d'habitude. Et là, ils ont demandé des volontaires pour les servir ce qu'ils appellent aux piscines. On plonge les gens dans l'eau en signe de baptême, si vous voulez. Et je dis, j'ai trouvé ça formidable. J'ai demandé si je pouvais revenir
mais en dehors du pèlerinage. Mmh. Et ça, c'est l'hospitalité de Lourdes, à Lourdes, qui organise ça. Ouais. On m'a dit oui, il suffit d'aller t'inscrire. Donc en 90, j'y suis allé. On m'a dit aucun problème. Et là, régulièrement, je venais à peu près 10 à 12 jours par an, une ou deux fois, donc en dehors du pèlerinage, pour assurer un service à Lourdes. D'accord. Et ça, vous l'avez fait pendant de nombreuses années. Je l'ai fait pendant 21 ans. 21 ans. Voilà. Donc j'étais quand même bien engagé. Vous m'avez dit que vous aviez été aussi brancardier à Lourdes. Ah ben, avec l'hospitalité lyonnaise, oui. Ouais. Là, on s'occupe directement des malades. Ouais. Ça se passe comment alors? On faisait le voyage de nuit, donc durant toute la nuit, il fallait s'en occuper dans le train. Et là-bas sur place, on nous fournissait les locaux et tout, mais il fallait s'occuper des malades. Vous étiez convoyeur de malades du départ jusqu'à l'arrivée à Lourdes. Donc on faisait tout le service comme un aide-soignant, brancardier. Parce que vous aviez une formation dans le domaine hospitalier ou vous avez appris sur... C'est secouriste à Croix-Rouge. Ouais. Vous avez été secouriste, comme dit votre fils. J'avais mon brevet de secours de Croix-Rouge. J'ai même fait partie des équipes de secours de la Croix-Rouge. D'accord. Ah oui, ça vous ne me l'aviez pas dit. Et tout à l'heure, vous parliez de votre carrière professionnelle, que ça avait été difficile de vous engager avant votre retraite. Vous avez fait quoi comme métier de votre jeunesse jusqu'à votre départ à la retraite? Professionnellement? Oui, professionnellement, les métiers que vous avez pratiqués. Écoutez, j'ai fait d'abord la formation, c'est lycée technique, brevet d'enseignement industriel. Et vous avez passé à Lyon? À Grenoble. À Grenoble, d'accord. Donc j'ai été inspecteur à l'association propriétaire d'appareils vapeur, contrôle de réservoirs sous pression ou de chaudière, tout. D'accord. Donc industriel. Radiographie et contrôle par ultrason. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chimiste à Saint-Claude. Mais finalement, pendant 15 ans, c'est donc technico-commercial en microscope. D'accord. Donc tout ce qui tourne autour du microscope. Photonique. Ouais. Et donc en 2011, J'avais 62 ans. 82 ans. Ouais. J'avais 82 ans. Je commençais à être un peu fatigué. Puis surtout, je ne voyais presque plus. D'accord. Mais je voyais encore un peu. Puis ça s'est dégradé rapidement. Et après, en août 2019, brutalement, j'ai fait un infarctus. 2-3 mois après, une occlusion intestinale. Et je me suis payé 2-3 jours de coma. Et alors là, j'étais vraiment très mal en point. Et c'est ma petite fille Delphine, donc la fille de Christophe, qui m'a sauvé. Ah. Elle était interne des hôpitaux. D'accord. Dès qu'elle a appris que j'étais hospitalisé, que j'étais dans le coma, elle est venue de Saint-Étienne. Et elle est restée avec le médecin réanimateur, qui au bout de 24 heures a dit non, dans l'état où il est, c'est pas la peine, il est irrécupérable, on arrête la réanimation. Il a dit non, je connais mon grand-père. C'est un battant. Je connais mon grand-père, il est costaud, on y arrivera. Il est resté à côté de moi à me parler, à me lire des livres, à s'occuper vraiment de moi à fond. Et je m'en suis sorti. Et vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Comment? Et vous êtes là aujourd'hui pour en parler. Ah bah oui. Donc je peux dire que c'est ma petite fille qui m'a sauvé. Vous avez un petit mot à lui donner dans cette vidéo à votre petite fille Comment? Delphine? Est-ce que vous avez un petit mot à lui dire dans cette vidéo à Delphine? Oh, si vous aviez un message à lui dire. Elle le sait, mais... Elle le sait. Elle le sait, il n'y a rien à dire. Elle sait tout l'attachement que je lui porte. Ok. J'ai rien à dire de particulier. Ça se comprend. Elle m'est très chère. Parfois les mots, les pensées... Non,
c'est limité. Oui, tout à fait. Et donc, suite à cette... Et alors là, j'ai mis 1 an Ouais. avant de vraiment récupérer parce que j'ai eu vraiment le coma. Ouais, hein. ouais. Et j'ai récupéré. Mhm. Ça fait 3 ans, Ouais. un peu plus de 3 ans. J'ai passé 2 ans où j'ai pu reprendre au pied. Puis depuis 6 mois, disons que je sais que je suis sur la pente, sur la grande glissade. En sortant de mon coma, tout ça, l'hôpital a refusé à ce que je rentre dans un foyer de logement. Il m'a imposé de rentrer dans une maison bien médicalisée. D'accord, ok. Je suis rentré directement ici. Et Caluire, donc c'était avant votre coma? Ah, c'était avant. D'accord. Oui. Et donc à Caluire... Avant la maladie. Avant la maladie. Jusque-là, j'étais en parfaite santé. Hein. D'accord. Ok. Je conduisais ma voiture, si ça n'avait pas été la vue. Ouais, il n'y aurait pas eu de... Oh, tout à fait. D'accord. Parce que je voulais rebondir sur Caluire, parce que vous m'en avez parlé, puisque à Caluire, vous avez accompagné, quand vous vous êtes installé à Caluire, que vous êtes parti de chez vous êtes allé à Caluire, vous êtes installé à Caluire, vous avez accompagné l'église de Caluire, toujours avec cette démarche de bienveillance envers les pratiquants et les membres de l'église. À Cuire-le-Bas, exactement. Cuire-le-Bas, vers la pente. Le curé, le père Robert Côte, m'a repéré, m'a demandé, comme j'étais très libre, pratiquement j'avais les clés de l'église, alors je faisais un peu fonction même de sacristain. Et pour l'animation des messes, donc je m'en occupais bien. Donc un très bon souvenir avec Caluire aussi. Puis comme il y avait une EHPAD juste à côté, il m'a demandé s'il pouvait m'en occuper. Le cardinal de Courtrai voulait même me nommer aumônier. Ouais. J'ai refusé parce que j'avais demandé de rentrer dans l'église. Il m'a trouvé que j'étais trop vieux. Alors j'ai dit, si je suis trop vieux pour rentrer dans l'église, c'est pas pour être aumônier non plus. Ouais. Parce que je suis pas méchant, mais vous savez pas n'importe quoi. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Tout à fait. C'est le côté... Et donc j'ai beaucoup aidé le... Et alors là, j'ai eu quelque chose que j'ai quand même signalé. J'étais donc, le curé là-bas, Robert Côte, était également médecin. Il avait eu un service à l'hôpital Saint-Joseph. Alors il m'a dit, tiens, vous allez recevoir à l'EHPAD un prêtre. Il m'a dit, c'est pas la peine de vous en occuper, c'est un légume. On a déjà passé 2 ans à essayer de le rééduquer et il ne prononce pas un mot. Alors j'ai dit, bon, d'accord. Mais comme aumônier, je suis quand même passé le voir dans sa chambre. Alors, il m'a reçu sans me regarder. Et au lieu d'essayer de lui poser des questions, je lui ai dit, écoutez, voilà, je vais venir vous voir régulièrement si vous le voulez bien. Je vais vous raconter un peu ma vie. Et j'ai commencé à lui parler de qui j'étais. Et tout d'un coup, il a levé la main gauche, puisque son côté droit était paralysé. Il m'a fait Je lui ai dit, vous voulez en savoir plus loin, plus long? Il m'a dit oui. Enfin, il m'a fait signe oui. Et bien, cet homme qui était considéré comme complètement perdu, c'est qu'il refusait d'être rééduqué comme un gamin. Ah, d'accord. 18 mois plus tard, il concélébrait la messe avec le cardinal. Il avait retrouvé toutes ses facultés? Non, mais une grande partie. J'avais demandé l'autorisation. Il célébrait la messe, et comme il ne pouvait pas parler, je parlais à sa place, je tenais le micro devant sa bouche, et il arrivait quand même à prononcer quelques mots. Donc c'était... Et pour la messe de Pâques à Chassieux, il manquait de prêtre. C'est lui qui a célébré la messe de Pâques à Chassieux. Ah, très très belle anecdote. À côté. Ah, ben, vous pouvez en être fier, vous l'avez accompagné pour revenir sur les rails, si on peut dire ça. Ah bah tout à fait. Et après, je m'en suis beaucoup occupé. J'avais une BX. Je pouvais mettre son fauteuil roulant dans la voiture.
À toutes les réunions de prêtres, je l'emmenais. Ah ouais, d'accord. Donc Ça a été vous pour avez moi- trouvé la porte d'entrée pour Ça a le... été pour moi très agréable. Ouais. Comme quoi, hein, vous avez réussi à... Ça a duré à peu près 2 ans. Ouais, ouais, Il a refait un autre AVC, il est mort. d'accord. Ouais. Et au moins, vous l'avez accompagné sur une belle, un beau chemin. Mhm. Oui, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Hyperactif, est-ce qu'on peut dire ça? Pardon? Hyperactif, est-ce qu'on peut qualifier, vous Non, qualifier non. d'hyperactif, non? Non. Non, de passionné alors plutôt. Oui. Passionné dans le don de soi envers les autres et... Non, je ne fais pas par volonté. Ça me fait plaisir. Oui, sans attendre rien de spécial en retour, mais ça, Oh, oui, ça vous oui, faisait tout plaisir, à fait. ça vous a toujours fait plaisir Oui, oui. d'aider les autres. Le Est-ce que contact humain m'importe beaucoup. Ouais, ouais, mais ça se ressent. Déjà l'accueil que vous m'avez fait était très très sympathique de votre part. Déjà d'accepter cette interview. Et puis je pense que beaucoup d'anciens chasselans qui regardent et qui suivent Il était une fois Chassieux vous connaissent. Et quand j'ai dit que je venais vous voir, alors je ne vais pas vous donner la liste très longue de personnes qui vous passent le bonjour, parce qu'il y a énormément de gens qui, quand je leur ai dit, ah bah je vais voir Monsieur Pouget, ah bah on a vécu ça on a vécu ça. J'ai pas tout noté, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très très contents de vous voir en vidéo. Est-ce que vous avez un petit mot à adresser aux chasselans qui vous regardent et qui suivent les aventures d'Il était une fois Chassieux? Je vous dis, Chassieux, je me suis trouvé très bien avec les gens de Chassieux. Ouais. Hein? Vous avez de super bons avec souvenirs. les vrais, quoi, les anciens. J'ai toujours eu de très bons rapports. Des anciennes familles Je ne me Chassieux. suis jamais occupé de politique ni quoi que ce soit. J'ai mes opinions, mais je n'ai jamais opposé à ma foi. Ouais. Il y a quoi que ce soit. J'ai donc eu beaucoup de contact avec tout le monde et je n'ai jamais eu de problème. Vous avez des noms de famille qui vous reviennent comme ça? Tout à l'heure, vous m'avez parlé de André Copona, vous m'avez parlé de Monsieur et Madame Ring. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous reviennent? Tous mes voisins. Tous les voisins que vous aviez rue. La famille Ray, les Girard, Toutes des anciennes familles de l'époque. Hein. Oui, oui. Plus les personnes que vous avez côtoyées dans les associations, etc. etc. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Pouget, Je vous en prie. pour cet entretien très riche. C'est vous qui m'avez de me rappeler tout ça. Ouais, bah ça fait plaisir. Et pour vous, parce que ça vous permet de travailler la mémoire. Et puis pour les chasselans qui nous suivent, les anciens, les nouveaux, qui cherchent à avoir des réponses aux questions sur l'histoire de notre ville. Ce que j'essaye d'apporter de manière quotidienne via la communication sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci à tous les chasselans qui nous suivent depuis 3 ans maintenant sur les 3 saisons, plus les nombreuses années sur tout le travail que je produis. N'hésitez pas à continuer à vous abonner, à mettre des commentaires sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Facebook, etc. Merci Monsieur Pouget pour votre accueil. J'ai passé vraiment un agréable moment. Merci à votre belle-fille, à votre fils. Merci. Et puis à votre autre fils que je vais rencontrer dans pas longtemps, puisque vous m'avez parlé d'enregistrement audio et vidéo du patois chasselan, puisque à l'époque, dans le Dauphiné où se situait Chassieux, on parlait de patois chasselan. J'avais fait des publications il n'y a pas très longtemps sur des petites traductions de mots du patois, et vous aviez filmé à l'époque avec votre vieux caméscope, enfin vous aviez 2 caméscopes, vous m'aviez raconté cette anecdote. Vous aviez acheté 2 caméscopes au cas où l'autre tombe en panne, vous aviez le mode secours avec l'autre, et donc vous aviez mis en situation des échanges de patois, c'est ça? C'est simple. Ouais. Comme s'il s'agissait d'un bistrot de campagne. Voilà. Et donc les échanges avaient été très intéressants. Tout à fait. Ouais, c'était des anciens chasselans. Je n'ai rien compris. Ouais, bah oui. Le patois est difficile, mais vous aviez quand même eu la chance d'être en contact avec des gens qui comprenaient le patois, c'est ça? Vous êtes le chasselan le plus âgé que j'ai interviewé ces dernières années, là, sur ces 3 ans. J'ai fait 3 saisons. J'ai interviewé, alors le plus ancien, c'était Monsieur Ferraud, il n'y a pas très longtemps, qui fêtera ses 90 ans l'année prochaine. Et vous allez avoir 98 ans, c'est ça?
C'est ça, 98 ans en mai prochain. le 18 mai. Le 18 mai prochain, 98 ans. Ouais. Bah, bravo en tout cas. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Je garderai des contacts avec votre fils et votre belle-fille pour prendre de vos nouvelles. Et puis bon, moi j'habite pas très loin. Alors je vais pas dire où se trouve Monsieur Pouget pour respecter son intimité. Mais il n'est pas très loin de Chassieux. Et puis je prendrai de vos nouvelles. Et puis quand j'aurai du temps, je viendrai vous voir. À bientôt Monsieur Pouget. À bientôt. Merci à tous les chasseurs de nous suivre. Et puis il était une fois Chassieux, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Hein. Chassieux, l'histoire de Chassieux c'est vous, l'histoire de Chassieux c'est nous. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.